Dieu, que la guerre est jolie, ses chants, ses longs loisirs, disait Guillaume Apollinaire. Il avait vu la guerre avec les yeux de l'Europe de 1914. Il mourut au mois de novembre 1918, quelques heures avant l'armistice, alors que le monde s'apprêtait à faire le bilan d'une épopée monstrueuse. Il faudra faire la guerre, des mots qui résonnent dans tous les esprits en cette année 1914. Depuis plus de 10 ans, les principales puissances européennes se sont armées et préparées à la guerre. Si aucun gouvernement ne la souhaite réellement, si aucun ne l'a préparée en conscience, chacun la sait inévitable. Principe Gavrilo, ce jeune étudiant bosniaque nationaliste, en sera le détonateur en assassinant le 28 juin 1914 à Sarajevo l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand. Vienne attaque la Serbie, soupçonnée d'avoir armé la main du criminel. Le 30 juillet, la Russie, qui s'érige en protectrice des Slaves, se mobilise. L'extension du conflit résulte du jeu des alliances. C'est l'engrenage. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le même jour, en France, c'est la mobilisation générale. Ah bien si, le tocsin a sonné. Il y a eu des affiches posées dans toute la ville pour dire qu'on appelait les hommes. Alors, donc, pour annoncer que la guerre était déclarée. Et le 1er août 1914, la guerre se déclarait le 2. Mon père a parti tout de suite. Mon père est parti à la réquisition à Sainte-Suzanne avec un cheval et puis la grande voiture. Ils ont pris la jument puis ils l'ont laissé la voiture. Et alors, nous, on était tout de suite attrapés pour l'acquisition de l'avoine, des chevaux, des bêtes, des chevaux surtout. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Et le lendemain, l'armée allemande entre en Belgique. La Belgique ne devait pas faire partie de la guerre, ils l'ont envahi, malgré eux. Alors ça a été terrible. En France, les socialistes, désemparés par la mort de la dernière grande voie pacifique, Jean Jaurès se résigne. C'est l'union sacrée. Il n'y a plus de parti, il y a la France éternelle, dira Poincaré. Le 4 août 1914, l'Angleterre se proclame solidaire de ses alliés. La Grande-Bretagne, à son tour, s'engage. L'Europe se met en marche par la tuerie. Et puis, ma foi, après 3 mois de cela, je suis parti au front, comme tout le monde. Les Alliés semblent avantagés par leurs 240 millions d'habitants, leur colonie et la suprématie de la flotte anglaise. Mais les puissances centrales mieux organisées possèdent un atout, l'infanterie et l'artillerie allemande. Les forces sont équilibrées. Le 2 septembre, les Allemands sont à 40 km de Paris. Profitant de leurs épuisements, le général Joffre décide une contre-offensive surprise. Depuis la capitale, 1 million d'hommes sont transportés en hâte sur le front par camion et grâce aux taxis parisiens. C'est la bataille de la Marne et un sursaut d'honneur pour l'armée française alors en déroute. Les Allemands essaient alors de s'emparer des ports du Pas-de-Calais. C'est la course à la mer, mais c'est un échec. Tous les belligérants pensaient que la guerre serait courte. Oh, Madame Dubois, soyez tranquille, 15 jours durera la guerre. Les gens ils disaient c'est la guerre, on n'a pas longtemps à dire les Boches, on les appelait les Boches à ce moment-là. Vous serez de retour avant la chute des feuilles, avait promis le Kaiser à ses troupes. Mais dès l'automne 14, les espoirs de victoire rapide s'amenuisent, une longue guerre d'usure commence. La vie de tranchée n'était pas commencée au 4 novembre, on commençait la vie de tranchée. En décembre, les fronts se stabilisent. Il faut tenir face à l'ennemi. On creuse les tranchées. Les armées s'enterrent pour l'hiver. Profondes de plus de 2 mètres, les tranchées se transforment en cloaques, fétides après les intempéries ou les pilonnages d'artillerie.
Alors on a des tranchées pour se protéger, mais on ne fait pas la guerre dans les tranchées. On les fait au pied du canon. On était 2 jours dans les tranchées, puis quand il est ressorti des tranchées, il s'est fait bombarder. Que mangiez-vous sur le front? À quel moment était-ce bon et suffisant? C'était souvent des patates ou des carottes. Je suis membre de la cuisine de la 4e section. Le midi, on se contente d'un simple rata, la viande étant cuite le soir de crainte d'alerte. Quelquefois, on mangeait du pain tous les 2-3 jours. L'hiver, il gelait le pain. Ah, on avait droit au quart d'heure au jeu. Oui, oui. Et puis alors, les jours de fête, on avait un peu de gnôle. Les soldats doivent s'habituer à vivre dans le froid et la boue, au contact des rats, des poux et des cadavres que l'on n'a parfois pas le temps d'enterrer. On est obligé d'avoir une fraternité peu commune. On est tous solidaires les uns des autres parce que aujourd'hui, c'est un copain qui est bousillé, le lendemain ça peut être vous ou n'importe. La guerre, c'est ça. C'est je te tue ou tu me tues. J'y tiens à ma tranchée. J'y ai tant souffert. J'y ai tant pleuré. Je l'habite. Je l'habite depuis 4 mois. Trop de souvenirs m'y attachent. L'Allemagne choisit en 1916 la guerre du vide. Elle veut épuiser l'ennemi en concentrant toutes ses offensives sur un même front. De février à juillet, les Allemands multiplient le pilonnage et les assauts sur Verdun. Des shrapnels, c'est-à-dire que ce sont des oublis qui éclatent en l'air. Alors, la mitraille s'éparpille et puis elle vous tombe sur vous, quoi. Les hommes ne sont que de la chair à canon. Côté français, jour et nuit, les convois d'hommes et de matériel défilent sur la voie sacrée. L'enfer de Verdun coûtera la vie à 520 000 hommes, sans résultat. À côté d'eux, il y avait un trou d'obus et il avait dû tomber dans le trou. Et il a été étouffé après, couvert de terre. Mon père a dû rester enfoui dans la terre. Le plus dur pour la guerre de 14, c'était Verdun. C'était pénible. Ah, ça nous faisait pleurer. Quand il y avait des photos, les pauvres gens dans les tranchées, c'était pire l'hiver, quand il pleuvait, parce que dans les tranchées, ils étaient dans la boue, et ça a été très long, Verdun. C'était le plus dur de toute la guerre. De tous côtés, s'enchevêtrent, se mêlent des débris de chariots, des sacs ouverts, des harnachements souillés et des fusils, des cadavres, hommes embouillis, chevaux, jambes en l'air, entrailles dehors. Ils gisent de toutes parts. Après plus de 2 années de guerre sans résultat, les pays belligérants connaissent une lassitude qui inquiète les gouvernements. La victoire ira à celui qui, selon le mot de Clémenceau, saura tenir le dernier quart d'heure. L'Allemagne annonce en janvier 1917 qu'elle lance la guerre sous-marine contre tous les navires à destination des îles britanniques. But affirmé, affamer l'Angleterre. Premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne, les États-Unis sont directement menacés. Le 2 avril 1917, le président Wilson déclare la guerre à l'Allemagne. Les Américains débarquent à La Rochelle où ils seront engagés dans la Meuse. Vous savez, quand les Américains sont arrivés, alors ils avaient des boîtes de cigarettes, c'était comme des boîtes à chaussures. Hein? Alors ils nous en offraient. On les a vus, les Américains. Les Américains se sont occupés de nous, même en 14. Quand j'ai autant de camions, ça m'a fait peur, j'ai fait demi-tour. L'hiver 1917-1918 représente un tournant avec le retrait russe et la fermeture du front Est. Le 3 mars 1918, après la seconde révolution russe, la paix de Brest-Litovsk est signée entre l'Allemagne et la Russie. Le 21 mars 1918, les Allemands percent le front en Picardie, puis dans les Flandres et en Champagne. Les Alliés semblent débordés, mais les Allemands sont à court de force. Commandant en chef des armées alliées, Foch lance la contre-offensive générale fin septembre.
fort du million de soldats américains. Les Américains qui sont venus un peu à notre secours, quoi. Manquant d'hommes et de matériel, les puissances centrales sont réduites à l'impuissance. Menacée d'invasion, l'Allemagne signe enfin l'armistice le 11 novembre à Rethmond. Oh, ben ça a été dit par les cloches, tout ça, les toxins, pour les toxins, mais le son des cloches, et puis ça se disait les uns les autres, quoi. Ça rappelait trop de souvenirs, hein. 4 ans de guerre, hein, c'est quelque chose, ça. Tout le monde était joyeux. Il n'y a que ceux qui avaient perdu du monde. Tous ceux qui avaient perdu leur père à la guerre, nous sommes restés sur le préau. Les unes pleuraient, les autres assises. Et puis tous les autres qui n'avaient rien perdu jouaient dans la cour. Le wagon bureau de Foch entre dans l'histoire. C'est ici qu'il dicte ses conditions aux Allemands venus demander l'armistice. L'Alsace est à nouveau française et la carte de l'Europe, entièrement redessinée, Pétain écrit de sa main sur le dernier communiqué, fermé pour cause de victoire. Tout le monde était content de rentrer dans ses pénates. Les gars, la paix, la paix. Ah ben c'était la joie. On était fiers. Cette guerre qui devait être la der des der a vu 9 millions de personnes périr et 4 millions devenir invalides. Aviez-vous des nouvelles de votre soldat? L'avez-vous revu pendant ces 4 années? Oh non, il est en permission, c'est tout. Oh non, il n'est pas souvent papa. Ah ben maman, oui, avec quelques nouvelles. Hein. Tout le temps, il écrivait d'ailleurs. Mais nous avons été 2 mois sans nouvelles, vous vous rendez compte? Au moment du jour de l'an. Il n'y a pas eu d'arbre de Noël à la maison. Et puis le jour de l'an, il n'y avait personne. Alors, ils sont partis tous les deux et on ne les a jamais revus. On ne les a jamais revus. Ils sont restés là-bas. L'Europe vient d'assister à son suicide et à la perte de son hégémonie sur le reste du monde. Bien que Laval soit loin du front, la guerre est perceptible dans les menus aspects des scènes de la vie quotidienne. Une vie quotidienne marquée par l'absence d'un père, d'un mari, d'un frère, d'un enfant qui s'est embarqué avec le 124e le 5 août 1914. Le 124e est parti par une très belle journée, c'était au but du mois d'août. Sous l'émotion et les cris des familles partagés entre enthousiasme belliqueux et une profonde tristesse, le 124e partit de la caserne Corbineau pour rejoindre la gare. Le lundi, l'arrachement fatal était venu. Des scènes pénibles se produisirent à la gare, d'où l'on vit descendre des femmes, les yeux rougis de larmes, les traits tirés après une dernière nuit d'amour. À la gare de Laval, je jouais maman dans les bras de papa, en train de sangloter. Maman et papa, ils partent à la guerre pour 4 ans, 14-18. J'ai vu le 124 qui partait avec le képi et la culotte rouge, et puis les fleurs au fusil. Plus les mois passaient et plus les combats avaient besoin de chair à canon. De plus en plus jeunes, les Lavallois sont partis nourrir les rangs des poilus. Alain Gerbaud fut de ces jeunes gens qui renoncèrent aux privilèges de leurs conditions. Il s'illustra dans l'aviation et dira plus tard « Si on n'a pas donné sa vie à sa patrie, on n'a rien donné ». Certains de ses compatriotes ne revinrent jamais, et sur une population de 30 252 habitants, 727 Lavallois moururent au combat. Vous viendrez bientôt me mettre un petit peu de fleurs sur le ventre, qui nous a dit. Le transfert des troupes ont marqué la vie urbaine pendant toute la guerre. Outre les 124e et 324e régiments d'infanterie, la caserne Corbineau a notamment accueilli le 25e régiment territorial et le grand séminaire, les 54e et 254e régiments d'infanterie. Le 13e régiment territorial est une compagnie cycliste, le 18e chasseur. Plus tard, des cantonnements s'installèrent rue du Mans. L'inspecteur d'académie du département estimait que la ville de Laval avait servi de garnison à 12 500 hommes.
Éloigné de la ligne du front, Laval se transforma en base de repli pour blessés et convalescents. L'équipement sanitaire fut renforcé et on réquisitionna des écoles et des édifices religieux. 17, 19, 20, 29, 37, 204. Autant de numéros donnés aux néo-hôpitaux. Saint-Julien, le lycée Espérance, l'Immaculée Conception, le Sacré-Cœur, l'école normale des garçons et celle des filles servirent à l'installation de 1429 lits lavallois. La communauté de la Coudre se mit à l'œuvre, et en quelques heures, la moitié du monastère fut aménagée pour nos vaillants troupiers. Pays de l'arrière, la ville est tendue vers l'effort de guerre. La production est réorientée en fonction des besoins militaires. L'industrie textile fortement présente à Laval propose des articles adaptés à l'équipement du soldat. L'armée est ainsi pourvoyeuse d'emplois pour 80 à 90% dans l'industrie textile. Mais les industries manquent de combustible et de main-d'œuvre. Un circuit d'approvisionnement par voie d'eau et de terre en partance de Saint-Malo et de Nantes, où des réserves subsistaient, est mis en place. Quant aux femmes, elles prennent petit à petit les places laissées vacantes par les hommes. Cette main-d'œuvre de substitution assure les services de l'arrière. Elles créent des ouvroirs, travaillent dans les champs et à l'usine, apportent leurs aides dans les hôpitaux et remplacent les instituteurs mobilisés dans des écoles où traditionnellement l'éducation des garçons était confiée aux hommes. On est resté 3 femmes avec un petit jeune homme de 16 ans qui était de la famille. Alors, on a travaillé pendant toute la guerre. Il est prisonnier, lui. Alors on allait conduire les bêtes au champ. Je me suis occupé de la ferme avec ma mère, puis c'est tout. L'école, forcément, nos instituteurs étaient mobilisés. On avait une demoiselle. Les invalides sont également mis à contribution et des ouvriers coloniaux viennent prêter main forte. 9 Grecs seront notamment employés au dépôt de la gare de Laval. Des Russes, des Polonais et pour finir des Américains. Les soldats russes et polonais qui venaient à la messe à Saint-Martin, musique en tête. Alors nous, les enfants, on allait voir la musique. Depuis plusieurs jours, les trains venant de Paris se succèdent si nombreux qu'ils sont obligés de stopper, souvent en longue file, jusqu'à ce que la gare soit ouverte. Le manque de main-d'œuvre qui sévit en ville comme en campagne entraîne la diminution des denrées alimentaires disponibles. Le pain, denrée alimentaire de base, est taxé par la mairie, puis rationné en 1918. La plupart des enfants et des adultes n'ont droit qu'à 300 grammes. Pour acheter une paire de chaussures, il fallait des tickets. Pour acheter un pantalon, il fallait des tickets. Pour acheter du pain et de la nourriture, il fallait des tickets. Il fallait passer à la mairie, on vous donnait des tickets. Elle faisait des pains de 12 livres, il en avait 3 ou 4, ça durait 15 jours. Parce que la faim était tout vuri. On mangeait quand même. On nous faisait une tartine de graisse de cochon avec du gros sel dessus. Il avait dit à ma mère de faire sécher du pain. Il y en avait plein une valise pour mettre dans la soupe quand on serait affamé. On faisait du café avec de l'avoine grillée. Par exemple, on mangeait des lentilles qui avaient des cailloux. Vous savez, c'est désagréable. Le 24 juillet 1918, la municipalité, dirigée par Victor Boissel, vote une somme de 150 000 francs pour constituer un stock de denrées alimentaires en vue de parer une éventuelle pénurie durant l'hiver 1918. Afin d'éviter de s'endetter excessivement, la municipalité crée un office communal de l'alimentation pour bénéficier des avantages financiers que l'État accordait. Que pensez-vous des Allemands aujourd'hui ? Alors, faut pas nous raconter qu'ils étaient gentils en 14. C'est pas à nous qu'il faut raconter ça. Comme dans le temps, personne n'aimait les Boches. Petite rancune, malgré que c'était pas de leur faute. Ils étaient commandés de faire ça. Hein. On a eu des vieux grands-pères qui sont venus du fond, qui nous gardaient dans des camps et qui étaient des pères de famille pour nous, ils étaient bons. Quoi. Par contre de ça, il y en avait des terribles, surtout dans les jeunes. Je dis que c'était l'ennemi héréditaire, mais maintenant, tout le monde est copain. C'est vrai. C'est mieux. C'est mieux. Heureusement que les jeunes se sont occupés de ces questions-là, parce que les anciens, ils étaient toujours comme ça. Le 15 août 1914. Chère petite mère, je suis disposé
à donner tout ce que je possède de courage pour en descendre le plus possible. Nous recevons des nouvelles vraiment rassurantes de leur force de tir. Ils sont maladroits, maladroits au point de n'atteindre que les jambes. Sur 10 blessés, 8 reçoivent des balles dans les pieds et dans les jambes. Chère petite mère, à bientôt. Et crois à la grande affection de ton grand.